J'ai toujours su que ma famille ne m'aimait pas comme il l'aimait lui. Mais ce jour-là, ils l'ont crié devant tout le monde. C'était censé être un moment de fierté. J'avais enfin obtenu mon diplôme de droit, après des années à bosser comme une dingue, à me battre seule contre les galères, à accumuler les boulots mal payés et les nuits blanches. La salle était pleine. Des profs, des collègues, des amis et ma famille, installés au fond, comme s'ils ne voulaient pas trop qu'on les voie avec moi. Je me souviens encore de mon entrée dans la salle. Tout le monde souriait. Sauf eux. Mon frère Thomas avait cette nonchalance habituelle, les bras croisés, lunettes de soleil à l'intérieur, genre star de série Z. Ma mère, froid polaire. Et mon père faisait semblant d'être occupé sur son téléphone. J'aurais pu les ignorer, mais une partie de moi espérait encore une reconnaissance. Un simple regard de fierté. On m'appelle pour monter sur scène. Applaudissements. Une petite voix dans ma tête dit « Peut-être qu'ils vont enfin te voir ». J'ai reçu ma médaille, prononcé un discours bref mais sincère. Puis, c'est arrivé. Sans prévenir, ma mère s'est levée. Elle n'avait même pas été invitée à parler. Et devant toute l'assemblée, elle a lancé, haut et fort. Elle a eu ce diplôme par chance. C'est son frère qui a de la valeur. Il y a eu un blanc. Littéralement. Un souffle coupé dans la salle. J'ai senti mon cœur se figer. Pas par douleur. Par confirmation. Cette fois, il ne se cachait même plus. Et là, je ne sais pas ce qui m'a prise. Peut-être que c'était le ras-le-bol. Ou peut-être que j'attendais ce moment depuis toujours. J'ai levé mon verre. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit, d'une voix calme mais qui portait. Parfait. Alors c'est lui qui va vous entretenir maintenant. Le silence qui a suivi. Je crois que je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. C'était plus qu'un silence. C'était le bruit d'un mur qui s'effondre. Plus personne ne respirait. Les gens regardaient ma mère comme si elle venait de gifler un enfant. Et Thomas ? Il a détourné le regard. Je suis descendue de la scène. Sans une larme. Sans un tremblement. J'ai marché lentement vers la sortie. Et personne. Absolument personne. Ne m'a retenu. Ce jour-là, je n'ai pas juste obtenu mon diplôme. J'ai enterré la fille qui cherchait l'approbation de gens incapables d'aimer ce qu'ils ne comprenaient pas. Et vous savez quoi ? Le silence, c'est la meilleure réponse qu'ils aient jamais donnée. Quand j'étais petite, j'avais cette habitude étrange. Je comptais combien de fois on me disait « bravo » dans une journée. Spoiler, certains jours, le compteur restait à 0. Thomas, lui, n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour recevoir des compliments. Il renversait un verre d'eau, et notre mère disait « C'est bien, tu as compris comment tenir une carafe, mon chéri. » Moi, je pouvais rapporter un vin, nettoyer toute la cuisine, ranger mes affaires sans qu'on ne le demande, et tout ce que je récoltais, c'était un « c'est normal ». Je me souviens d'un jour en particulier. J'avais 10 ans. L'école organisait une compétition de lecture. J'avais gagné la première place. Mon professeur avait dit à mes parents que j'avais un vrai talent. J'étais toute fière. J'ai couru dans le salon, le diplôme dans une main, mon sourire dans l'autre. Ma mère a regardé le papier une seconde, a haussé les épaules et a dit « Et ton frère ? Il a appris à faire du vélo sans les petites roues. » À ce moment-là, j'ai compris que l'amour chez nous n'était pas équitable. J'étais le fond d'écran. L'arrière-plan. L'ombre. Mais je n'étais pas faible. J'ai trouvé un refuge. Monsieur Delorme, mon instituteur, m'a prise sous son aile. Il me disait souvent « Elena, tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour exister. Tu as cette lumière que personne ne peut éteindre. » Il m'a appris à parler avec assurance, à ne pas baisser les yeux quand on m'effaçait. Et surtout, il m'a montré que ma valeur ne dépendait pas de leur regard. À la maison, j'ai commencé à observer en silence. Thomas pouvait briser un vase, on riait. Moi, si je laissais une trace de doigt sur une vitre, c'était la tempête. Il avait des cadeaux pour ses bonnes notes. Moi, une liste de choses à améliorer. Je me suis réfugiée dans les livres.
J'avalais des histoires comme d'autres avalent de l'air. Chaque roman était une porte vers un monde où j'étais choisie. Valorisée. Aimée. Dans ma tête, je n'étais plus Elena la fille transparente, mais Elena la forte, la brillante, celle qui allait s'en sortir. Et avec le temps, ce silence familial est devenu mon moteur. Ce manque de reconnaissance m'a forgé. Pas d'un seul bloc, non. J'ai été brisée, recollée, fissurée, mais debout. Parce que même si on grandit dans l'ombre, on peut apprendre à briller sans demander la permission. À 18 ans, j'ai claqué la porte sans me retourner. Pas de câlin, pas de larmes. Juste un sac sur le dos, un billet de train pour Montpellier, et la certitude que si je restais une seconde de plus, je finirais par me croire aussi insignifiante qu'il me l'avait toujours fait sentir. Je suis arrivée dans un studio minuscule, avec des murs aussi fins que du papier et une douche qui fuyait. Mais pour la première fois de ma vie, j'étais chez moi. Pas chez eux. Chez moi. Je n'avais pas un sou en poche. Je bossais le soir dans un petit resto de quartier, le matin je distribuais des journaux, et entre les deux, j'avalais mes cours comme on avale un antidote. C'était dur. Les nuits blanches se succédaient, les assiettes que je servais étaient plus nombreuses que les repas que je mangeais. Mais j'étais libre. Ce que ma famille n'a jamais compris, c'est que quand on n'attend rien de vous, chaque petite victoire devient gigantesque. Une bonne note ? Un triomphe. Un prof qui vous appelle par votre prénom avec respect ? Un baume. Une amie qui vous garde une place en amphi ? Une révolution. J'ai obtenu une bourse d'excellence la 2e année. Une reconnaissance officielle. Objective. Délivrée par des gens qui ne savaient rien de mon histoire familiale, mais qui voyaient ce que je valais. Ça m'a presque fait pleurer. Pendant ce temps, ma mère envoyait des messages froids, formatés, sans émotion. « Tu viens pour Noël, Thomas a acheté une voiture, on espère que tu ne fais pas n'importe quoi. » Pas un mot sur mes résultats. Pas un « Comment tu vas ?» Rien. Je répondais par des phrases vagues. Des « Tout va bien, pas sûr de venir. » En vérité, chaque SMS me donnait envie de couper le téléphone en deux. Mais je gardais le contact, par habitude. Peut-être aussi, encore un peu, par espoir. Un jour, j'ai reçu un message de ma mère. Thomas n'a pas besoin de bourse, lui. Sans bonjour, sans ponctuation, sans logique. Juste ça. Comme si ma réussite était une insulte à son fils adoré. Ce soir-là, j'ai ouvert une note dans mon téléphone et j'ai écrit, ligne après ligne, tout ce que j'avais envie de hurler depuis des années. C'était la première fois que je mettais des mots sur la douleur. Sur l'injustice. Sur la rage froide qui m'habitait. Et dans ce petit studio, éclairé par la lumière d'un lampadaire cassé, j'ai compris quelque chose, il ne me sauverait jamais. Alors j'allais me sauver moi-même. Quand j'ai décroché mon stage final dans un cabinet d'avocats réputé, j'ai su que ma vie allait basculer. Pas parce que c'était prestigieux, même si ça l'était, mais parce que c'était la preuve concrète que je pouvais aller là où eux pensaient que je n'avais aucune légitimité. Le jour où j'ai signé le contrat, j'ai failli appeler ma mère. Par réflexe. Ce besoin absurde d'entendre un « bravo » qui ne viendrait jamais. J'ai posé le téléphone. J'ai souri, amère. Ce moment était à moi, uniquement à moi. Le cabinet était dirigé par une femme brillante, Maître Lambert, que tout le monde respectait autant qu'il craignait. Dès le premier jour, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Ici, on ne fait pas de cadeaux. Mais on reconnaît les gens qui bossent dur. » Cette phrase m'a plus marquée que tous les discours de ma famille réunis. Pour la première fois, j'étais dans un endroit où le mérite comptait plus que le nom de famille ou le favoritisme. Je travaillais comme une folle. Je restais tard, j'acceptais les dossiers les plus complexes, je relisais chaque ligne 3 fois. Et peu à peu, mon nom a commencé à circuler. Les associés me confiaient des responsabilités. On me disait « Demande à Elena, elle saura ». Ce simple « elle saura » valait tous les « t'es pas Thomas » que j'avais entendu dans mon enfance. Un soir, alors que je terminais un dossier sensible, j'ai reçu un appel de mon père. Inattendu. Sa voix était tendue, presque embarrassée. Ta mère est malade. Thomas est débordé.
On aurait besoin que tu reviennes un peu. Pas de « tu nous manques ». Pas de « on est fier de toi ». Juste une demande utilitaire. Parce que le fils doré était soudain trop occupé. Je me suis mordu la lèvre. L'ironie était presque comique. Quand j'avais eu besoin d'eux, ils étaient absents. Et maintenant, ils venaient frapper à une porte qu'ils avaient eux-mêmes claquée des années plus tôt. J'ai répondu calmement. Je suis en pleine période de stage intensif. Vous avez dit un jour que Thomas avait de la valeur. Il est temps qu'il la prouve. Il y a eu un silence. Long. Gêné. Puis il a raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé par la fenêtre, et j'ai senti, pour la première fois, que je reprenais le contrôle. Pas par vengeance. Pas pour les blesser. Mais pour me respecter. Parce qu'à force de tout encaisser, on oublie parfois qu'on a aussi le droit de dire non. Quand je suis montée sur scène le jour de la remise du diplôme, je savais qu'ils allaient venir. Pas pour me célébrer. Mais parce que Thomas était là aussi. Et qu'il fallait garder les apparences. Ma mère portait cette robe bleu marine qu'elle réservait aux grandes occasions. Le genre de robe qui dit « je suis la mère d'un enfant brillant », mais qui oublie qu'elle en a deux. Mon père marchait un pas derrière elle, silencieux comme d'habitude, et Thomas, fidèle à lui-même. Détendu, charmeur, sûr de sa place au centre du monde. J'ai croisé son regard juste avant que mon nom ne soit appelé. Il m'a lancé un petit clin d'œil moqueur, du genre « profite bien, ça ne durera pas ». Je n'ai pas réagi. Je ne voulais pas qu'il vole ce moment. Pas cette fois. Quand je suis montée sur scène et que j'ai reçu mon diplôme, j'ai entendu quelques applaudissements venant du fond. Pas les leurs. Mes collègues, mes amis. Ceux qui avaient vu mes nuits blanches, mes angoisses, mes efforts. Ceux qui savaient. Et puis, ma mère s'est levée. J'ai senti la tension avant même qu'elle ouvre la bouche. Une intuition. Un frisson dans l'air. Elle a eu ce diplôme par chance. C'est son frère qui a de la valeur. Il y a eu un silence épais. Une sorte de choc collectif. Comme si personne ne s'attendait à ce que quelqu'un détruise ainsi sa propre fille en public. J'ai vu les visages se tourner vers moi, certains gênés, d'autres scandalisés. Et moi, j'ai levé mon verre. Calmement. Lentement. Parfait. Alors c'est lui qui va vous entretenir maintenant. Cette phrase m'est sortie naturellement, sans trembler. Et à l'instant même où elle a franchi mes lèvres, j'ai senti quelque chose se briser. Non pas en moi, mais autour de moi. Comme un poids qui tombait. Une chaîne invisible que je traînais depuis des années. Le silence qui a suivi était plus parlant que n'importe quel cri. Les regards fuyants. Le malaise général. Et surtout, le visage de Thomas. Ce n'était plus un sourire. C'était du doute. De l'inconfort. Pour la première fois, il comprenait peut-être que le rôle de pilier de la famille allait lui coûter cher. Je suis descendue de scène avec dignité. Les applaudissements ont repris, timidement, comme pour rattraper le malaise. J'ai senti une main se poser sur mon épaule. C'était Maître Lambert. Elle m'a simplement dit « Brillante riposte ». Je n'ai pas répondu. Je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ce jour-là, j'ai compris que la reconnaissance la plus importante, ce n'est pas celle des autres. C'est celle qu'on se donne enfin à soi-même. Le lendemain de la remise des diplômes, j'ai reçu un message vocal de ma mère. 1 minute 30 de pure mauvaise foi. Ce que tu as fait hier était honteux, Elena. Tu nous as humiliés devant tout le monde. Ton frère n'a rien demandé. Tu crois vraiment que ton diplôme change quelque chose? Ce n'est pas ça qui fera de toi quelqu'un d'important. Je l'ai écouté 3 fois. Pas pour comprendre, il n'y avait rien à comprendre, mais pour me rappeler exactement pourquoi je ne pouvais plus faire marche arrière. Elle n'était pas fâchée parce que je l'avais blessée. Elle était en colère parce que, pour une fois, je ne m'étais pas laissé piétiner. Ce jour-là, j'ai bloqué son numéro. Pas par vengeance. Par nécessité. Ce geste, simple en apparence, m'a libéré d'un poids immense. Plus de remarques toxiques. Plus de tentatives de manipulation. Juste le silence.
Un silence que, cette fois, j'avais choisi. Et dans ce silence, j'ai construit. J'ai commencé à postuler dans les meilleurs cabinets de la ville. Mon CV était solide. Mes recommandations, excellentes. J'ai reçu plusieurs réponses. 3 entretiens en une semaine. Chaque rendez-vous était une nouvelle étape vers une vie qui m'appartenait enfin. Pendant ce temps, j'ai reçu un email de Thomas. Très poli. Trop poli. Maman ne va pas bien. Tu exagères. Ce serait bien qu'on en parle. Aucune excuse. Aucune remise en question. Juste une tentative maladroite de faire de moi la responsable du chaos familial. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai écrit dans mon journal. Chaque phrase, chaque ligne, était une brique posée sur les ruines de notre histoire. J'ai couché sur papier tout ce que je ne dirais jamais à voix haute. Et plus j'écrivais, plus je me sentais forte. Un soir, en rentrant d'un entretien particulièrement intense, je me suis arrêtée devant une vitrine. Il y avait un cadre avec cette citation. « Et tu n'es pas obligé de porter les blessures que d'autres t'ont imposées. » J'ai ri doucement. Parce que oui, pendant longtemps, j'avais cru que c'était à moi de réparer ce qu'ils avaient cassé. Mais ce n'était pas mon rôle. Ce ne l'avait jamais été. J'étais Elena. Pas leur souffre-douleur. Pas leur déception. Pas leur excuse. Et plus jamais je ne me laisserai réduire à ça. La première fois qu'on m'a appelé Maître Durand, j'ai eu du mal à croire que c'était moi. Ce titre, je l'avais entendu toute ma vie prononcé pour d'autres. Des hommes. Des héritiers. Des enfants élevés avec la certitude qu'ils méritaient tout. Mais ce jour-là, c'était mon nom. Ma voix. Ma place. J'avais été recrutée par un cabinet réputé pour sa rigueur et sa compétitivité. Le genre d'endroit où personne ne vous tient la porte, mais où tout le monde vous respecte si vous faites vos preuves. Et moi, j'étais prête à tout donner. Très vite, j'ai pris un dossier sensible. Un litige commercial d'envergure. Ma supérieure directe m'a regardée avec une pointe de doute. « Vous êtes sûr que ça ne vous dépasse pas, Durand ?» Je me suis contentée de sourire. Parce que j'étais née dans le doute. Et j'avais appris à en faire un carburant. Je bossais jour et nuit. Je décortiquais les contrats, j'anticipais les failles, je traquais les incohérences. Ce n'était pas juste du travail. C'était une revanche structurée, méthodique, glaciale. Et puis, un midi, alors que je prenais un café en terrasse avec une collègue, j'ai vu passer Thomas. Costume de marque, sourire aux lèvres, téléphone collé à l'oreille. Il ne m'a pas vu. Ou il a fait semblant. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste observé. Il était là, dans son rôle, toujours aussi sûr de lui. Mais pour la première fois, je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni jalousie. Ni blessure. Juste un détachement total. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert une boîte que je gardais depuis des années. À l'intérieur, des lettres jamais envoyées, des photos de famille que j'avais refusé de jeter, et ce vieux diplôme de lecture gagné à 10 ans. Je l'ai regardé longtemps. Pas avec tristesse. Avec tendresse. Parce qu'au fond, tout avait commencé là. Ce petit papier qui ne valait rien pour eux, mais qui, pour moi, avait tout déclenché. Je l'ai encadré. Je l'ai accroché juste à côté de mon diplôme d'avocate. Et en le fixant, j'ai compris que je n'avais plus besoin qu'il me voie. Parce que moi, enfin, je me voyais point. C'est étrange de dire ça, mais parfois, le succès vous isole autant que l'échec. J'étais désormais respectée. Sollicitée. On m'invitait à des conférences, on me proposait de co-diriger des affaires de plus en plus prestigieuses. Les gens me félicitaient. Ils disaient « Quelle ascension! Quelle force de caractère !» Mais aucun ne savait vraiment ce que j'avais traversé pour en arriver là. Tout le monde voyait le sommet. Personne ne regardait la pente. Et puis un jour, j'ai reçu une invitation. Un mariage. Celui de Thomas. Carton glacé, dorures inutiles, écriture calligraphiée. Elena Durand et accompagnants sont cordialement invités. Je suis restée figée.
Non pas à cause du mariage, mais parce qu'ils osaient encore faire comme si nous étions une famille. J'ai posé l'enveloppe sur la table. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas jetée non plus. Je voulais y réfléchir. Comprendre ce que je ressentais vraiment. Le lendemain, j'ai croisé ma supérieure, Maître Lambert, dans le couloir. Elle m'a lancé sur un ton neutre. « Vous avez l'air préoccupé. » J'ai hésité. Puis j'ai répondu, honnêtement. On m'a invité à un mariage familial. Je ne sais pas si j'y vais. Elle m'a fixé quelques secondes, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. La question n'est pas s'ils veulent que vous soyez là. C'est si vous avez envie d'y être. Et là, tout est devenu clair. Non, je n'avais pas envie d'y aller. Pas envie de faire semblant. Pas envie de sourire à des gens qui n'avaient jamais souri pour moi. Ce n'était pas de la rancune. C'était du respect de soi. Alors j'ai décliné. Sobrement. Sans justification. Juste. Je ne pourrais pas être présente. Tous mes vœux. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message de mon oncle. Un homme qui, jusque-là, n'avait jamais pris ma défense. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais je voulais te dire que tu as beaucoup de courage. Je t'admire. Je suis restée là, avec le téléphone dans la main, un peu secouée. Parce qu'il avait vu. Lui. Il avait compris, même partiellement. Et c'était suffisant pour me rappeler que parfois, la vérité trouve ses chemins. Mène dans le silence. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi, j'ai allumé une bougie, j'ai mis une musique douce, et j'ai célébré seule une chose que je n'avais jamais osé fêter avant. Ma propre paix. Je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne. Pas après tout ça. Pas après ce que j'avais dit, fait, assumé. Et pourtant, quelques semaines après le mariage, j'ai reçu un appel de mon père. Sa voix était grave, posée, presque étrangère. Il n'a pas perdu de temps. Ta mère est à l'hôpital. Une alerte cardiaque. Ce n'est pas dramatique, mais elle demande à te voir. J'ai mis du temps à répondre. Pas parce que je ne ressentais rien, mais parce que je ressentais trop. Une confusion d'émotions que je croyais avoir mise derrière moi. Je suis allée à l'hôpital. Pas pour elle. Pour moi. Parce que j'avais besoin de voir, de vérifier, de comprendre si j'étais capable d'être présente, sans me renier. Elle était là, allongée, le teint pâle, des machines qui bipaient doucement autour. Quand elle m'a vue, elle a d'abord plissé les yeux. Comme si elle doutait que je sois vraiment venue. Puis elle a chuchoté. « Tu es venue, malgré tout. » Je n'ai rien dit. Pas de « oui ». Pas de « je m'inquiétais ». J'étais là. C'était suffisant. Elle m'a fixé longtemps, puis a murmuré quelque chose qui m'a figée. Je t'ai toujours vue comme la forte. C'est pour ça que je ne t'ai jamais montré que j'étais fière. Je pensais que tu n'en avais pas besoin. Un souffle. Un aveu. Un gouffre. Pendant des années, j'avais cru que j'étais invisible. Alors qu'en réalité, j'étais peut-être juste mal interprétée. Je ne l'ai pas excusée. Je ne l'ai pas prise dans mes bras. Mais je lui ai pris la main. C'est tout. Et dans ce simple geste, j'ai compris une chose essentielle. Pardonner, ce n'est pas oublier, ni cautionner. C'est se libérer du poison qu'on garde en soi, souvent plus longtemps que nécessaire. Quand je suis sortie de l'hôpital, le vent m'a fouetté le visage. Il faisait froid. Mais pour la première fois, je ne tremblais pas. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait avec elle, ni avec le reste de la famille. Mais j'avais appris à poser mes limites. À dire non. Et aussi, quand je l'estimais juste, à tendre la main. Pas pour qu'on me la serre. Mais pour montrer que je ne portais plus le poids de leur silence. Ce soir-là, j'ai dormi profondément. Sans rêve. Sans cauchemar. Juste, en paix. Quelques mois ont passé. Ma vie s'est installée dans une routine étonnamment sereine. Chaque matin, j'arrivais au cabinet plus confiante, plus affirmée. Chaque dossier que je traitais n'était plus une revanche contre le passé, mais une construction de mon avenir.
Et puis un jour, j'ai reçu une invitation inattendue. Pas un mariage, ni une fête de famille. Une conférence. On me demandait de venir parler de mon parcours. De comment j'avais réussi à gravir les échelons, malgré les obstacles. Mon premier réflexe a été de refuser. Par pudeur. Par peur d'exposer ce que j'avais toujours protégé. Mais en relisant le mail, une phrase a retenu mon attention. Votre témoignage peut inspirer d'autres femmes à se libérer de ce qu'on attend d'elles. Je me suis revue, plus jeune. Cette fille qui s'asseyait au fond de la classe, qui faisait tout pour mériter, mais qu'on oubliait systématiquement. Elle aurait eu besoin d'entendre ça. De savoir que l'on peut briser les chaînes sans devenir comme ceux qui nous ont blessés. Alors j'ai accepté. Le jour de la conférence, je suis montée sur scène dans un costume crème que j'avais choisi avec soin. Élégant, assumé. Pas pour impressionner, mais pour incarner. Face au public, j'ai respiré un grand coup. Puis j'ai raconté. Pas les diplômes. Pas les réussites. J'ai raconté le jour où ma mère m'a humiliée en public. Le silence qui a suivi. La réponse que j'ai donnée. Le moment où j'ai choisi de ne plus jamais me taire. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Ce n'était pas un discours de vengeance. C'était un récit d'émancipation. Et dans les regards, j'ai vu de l'émotion. Du respect. Mais surtout, de la reconnaissance. Parce que mon histoire, c'était aussi la leur. À la fin, une jeune femme m'a abordée. Elle tremblait un peu. Merci. Vous m'avez donné le courage de dire non à ma propre mère. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Tu n'as pas apporté ce qui ne t'appartient pas. Tu mérites de construire ta vie, pas de réparer les leurs. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je me suis assise devant mon miroir. Pour la première fois, je n'ai pas vu la fille oubliée. Ni l'étudiante blessée. Ni la sœur éclipsée. J'ai vu une femme debout. Solide. Libre. Et pleinement vivante.